La vie d'une mère a volé en éclats le jour où sa fille de 2 ans a disparu de leur ferme familiale. Disparue sans laisser de traces après avoir été laissée jouer près du champ de maïs pendant seulement quelques minutes. Pendant des années, la famille d'agriculteurs a porté le deuil, sans jamais savoir ce qui s'était passé, tandis que la mère luttait pour se pardonner d'avoir laissé sa fille sans surveillance. Chaque enquête ne menait à rien, ne leur laissant que chagrin et questions sans réponse. Mais 10 ans plus tard, par un pur hasard, elle est entrée dans la porcherie d'un voisin. Et là, elle a trouvé un petit indice, un indice qui l'amènerait à découvrir la vérité choquante et incroyable derrière la disparition de sa fille. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil de midi tapait sans pitié sur les vastes terres agricoles du Nebraska, projetant de longues ombres sur la grange patinée par le temps et les rangées infinies de maïs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Maggie Landry, maintenant âgée de 50 ans, essuya la sueur de son front alors qu'elle se dirigeait vers la ferme. Les années avaient gravé de profondes rides sur son visage, chacune témoignant des épreuves qu'elle avait endurées. En atteignant le sas d'entrée, Maggie commença le rituel familier de retirer ses bottes crottées. L'air frais à l'intérieur était un répit bienvenu de la chaleur étouffante à l'extérieur. Elle se pencha, ayant l'intention de placer ses bottes sur l'étagère la plus basse, un espace qu'elle avait toujours gardé libre pour un rangement rapide. Mais alors que ses mains se tendaient, elles se figèrent en l'air. Là, rangée dans un coin, partiellement cachée par l'ombre, se trouvait une paire de petites bottes de cow-boy. Le souffle de Maggie se coupa alors qu'une vague de souvenirs la submergea. Ce n'était pas n'importe quelles bottes, elles appartenaient à Fiona, sa fille, qui avait disparu sans laisser de traces il y a 10 ans. Les doigts tremblants de Maggie se tendirent, effleurant doucement le cuir usé. En un instant, elle fut transportée dans le temps. Elle pouvait presque voir Fiona debout devant elle, une enfant vibrante de 2 ans aux cheveux roux flamboyants et un sourire capable d'illuminer la pièce la plus sombre. La petite fille avait adoré ses bottes, insistant pour les porter partout, même au lit si Maggie l'avait laissé faire. La vision était si vive, si réelle, que pendant un instant Maggie oublia de respirer. Fiona avait été la lumière de leur vie, apportant joie et rire à la ferme qui semblait maintenant froide et sans but. Chaque jour depuis sa disparition avait été une lutte, chaque instant rempli de chagrin et de souvenirs obsédants. L'esprit de Maggie revint à ce jour fatidique, rejouant la scène qui l'avait tourmentée pendant une décennie. Elle avait laissé Fiona jouer près du champ de maïs, pensant qu'elle serait en sécurité pendant seulement quelques minutes. Mais quand Maggie revint, la petite fille avait disparu. Ils avaient cherché frénétiquement, convaincus qu'elle s'était simplement perdue dans le maïs. Mais les heures se transformant en jours et les jours en semaines, la terrible vérité commença à s'imposer. Fiona n'était pas seulement perdue, elle était partie. Le cœur lourd, Maggie ramassa les minuscules bottes. Elle ne pouvait pas supporter de les laisser là, un rappel constant de son plus grand échec. Elle décida de les emporter au grenier, où elle ne la prendrait plus au dépourvu, n'apportant plus de douleur fraîche à chaque vision inattendue. Alors qu'elle traversait la maison, botte en main, Maggie passa devant le salon où son mari, Hank, préparait leur déjeuner. Il leva les yeux, une question se formant sur ses lèvres, mais elle s'éteignit dès qu'il vit ce qu'elle portait. Une compréhension passa entre eux, silencieuse mais profonde. Aucun mot n'était nécessaire, ils connaissaient tous deux le poids de ce que ces petites bottes représentaient. Maggie continua son chemin, montant les escaliers grinçants vers le grenier. L'air moisi et la lumière tamisée ajoutaient à l'ambiance sombre alors qu'elle trouvait un coin tranquille pour y déposer les bottes. Avant de les poser, elle les serra contre sa poitrine et murmura une promesse dans le silence. « Fiona, ma douce fille, murmura-t-elle, sa voix empreinte d'émotion. Je sais que tu es quelque part. Maman et papa ne cesseront jamais de te chercher. Nous te trouverons, je te le promets. » Les mains tremblantes, elle posa doucement les bottes et se détourna, incapable de les regarder plus longtemps. Alors qu'elle descendait les escaliers, Maggie tenta de se préparer mentalement pour le reste de la journée, sachant que le fantôme de sa fille disparue la hanterait à chaque pas. Maggie retourna au salon où Hank l'attendait à table. L'odeur de la nourriture fraîchement préparée emplit l'air, mais ni l'un ni l'autre n'avait très envie de manger. Maggie se glissa sur sa chaise, ses yeux rencontrant ceux de Hank de l'autre côté de la table. Les années de chagrin partagé avaient créé un langage silencieux entre eux, et elle pouvait lire l'inquiétude dans son regard. « Je suis désolé, Hank, dit Maggie doucement, désignant les plats devant eux. Tu t'es donné tout ce mal, mais je n'ai plus d'appétit. Peut-être pouvons-nous le garder pour le dîner. Hank hocha la tête,
comprenant parfaitement. Il repoussa sa propre assiette, la nourriture à peine touchée. Pendant un instant, ils restèrent silencieux, le poids de leur perte pesant lourdement dans l'air entre eux. Finalement, Hank éclaircit sa gorge, sa voix hésitante alors qu'il abordait le sujet qu'il redoutait et auquel il s'accrochait à parts égales. As-tu eu des nouvelles des enquêteurs? Des nouveaux indices sur Fiona? Maggie sentit son cœur se serrer à cette question. Combien de fois s'était-il posé cette question au fil des ans? Combien de fois l'espoir s'était-il allumé, seulement pour être éteint par une autre impasse? Elle secoua lentement la tête, sa voix à peine un murmure. Non, rien de nouveau. J'ai appelé le poste de police hier, mais c'est toujours la même histoire, pas de piste, pas de mise à jour, pas d'indice. Elle marqua une pause, les mots amers sur sa langue. Ils ne nous informent même plus aussi fréquemment. Je crois qu'ils sont peut-être en train d'abandonner. Des larmes montèrent aux yeux de Maggie, et elle cligna rapidement des paupières, essayant de les retenir. Penses-tu que nous la retrouverons un jour, Hank? Est-elle vraiment quelque part? Hank tendit la main à travers la table, prenant celle de Maggie dans la sienne. Sa prise était ferme, rassurante, même si ses propres yeux brillaient de larmes non versées. Nous la retrouverons, Maggie. Elle est quelque part, et nous ne cesserons pas de la chercher, jamais. Ils restèrent silencieux quelques instants de plus, aucun d'eux ne touchant à la nourriture. Finalement, Hank se leva et commença à débarrasser les assiettes. Peut-être devrions-nous raccourcir notre pause, suggéra-t-il. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et cela pourrait t'aider, tu sais, à nous occuper. Maggie hocha la tête en signe d'accord, se levant de sa chaise. Tu as raison. À quoi pensais-tu? Je dois nettoyer la grange, répondit Hank. J'aurais bien besoin d'une paire de mains supplémentaires si tu es libre. Maggie secoua la tête. J'aimerais pouvoir, mais je dois livrer ces balles de foin aux fermes voisines. Ils attendent depuis ce matin, et je ne veux pas les faire attendre plus longtemps. Hank hocha la tête, comprenant. Ils se dirigèrent ensemble vers la porte, chacun se préparant à se perdre dans les routines familières du travail agricole, espérant trouver un peu de répit du chagrin qui ne les quittait jamais vraiment. Alors qu'ils sortaient sous le soleil éclatant, Maggie ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à la maison. Quelque part dans ce grenier, une paire de minuscules bottes de cow-boy témoignaient en silence de leur espoir durable et de leur chagrin incessant. Le vieux pick-up vrombissait sur la route de campagne poussiéreuse, sa benne chargée de balles de foin. Maggie serrait fermement le volant, ses jointures blanches de tension. Elle avait déjà effectué plusieurs livraisons, chacune étant une distraction bienvenue des émotions tumultueuses soulevées par la découverte des bottes de Fiona. Alors qu'elle approchait de sa destination finale, la ferme de la famille Baker, Maggie sentit un œuf familier d'anxiété se former dans son estomac. Elle espérait contre tout espoir que Clay Baker ne serait pas là pour recevoir la livraison, peut-être qu'un de ses ouvriers agricoles s'en occuperait à la place. La vieille rancune entre leurs familles était profonde, un conflit qui avait commencé des années auparavant lorsque les parents de Maggie dirigeaient encore la ferme. Malgré l'animosité, les Baker continuaient à commander du foin aux Landry. Ils en dépendaient, et Maggie et Hank n'étaient pas assez têtus pour refuser l'affaire. Au fond, Maggie nourrissait un faible espoir qu'un jour il pourrait réparer les choses et enterrer la hache de guerre. Alors que le camion franchissait une petite colline, la ferme des Baker apparut. Le cœur de Maggie se serra en apercevant une silhouette dans la cour, incontestablement Clay Baker. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à l'interaction inconfortable à venir. S'arrêtant près de la grange, Maggie coupa le moteur et sortit du camion. Clay se tenait là, son visage figé dans une moue qui semblait gravée à jamais sur ses traits. « Bonjour, Clay, » dit Maggie, forçant un ton poli. La réponse de Clay fut brève, à peine plus qu'un grognement, « Bonjour ». Ensemble, ils travaillèrent dans un silence tendu pour décharger les balles de foin et les empiler dans la grange. L'air entre eux était épais d'une hostilité non exprimée, rendant la tâche simple une éternité. Une fois terminée, Maggie essuya la sueur de son front et se tourna vers Clay. « Je vous enverrai la facture plus tard dans la journée, » dit-elle. Clay se contenta d'acquiescer, se détournant déjà sans un mot de remerciement. Maggie le regarda partir, un mélange de frustration et de tristesse la submergeant. Elle savait que Clay était agacé de devoir compter sur leur foin, mais son refus obstiné de même tenter la civilité lui tapait sur les nerfs. Alors qu'elle retournait à son camion, Maggie ne put s'empêcher de ressentir une légère satisfaction. Malgré tout, les Baker avaient toujours besoin d'eux.
Ce n'était pas grand-chose, mais face à leur hostilité persistante, c'était quelque chose à quoi se raccrocher. Alors que Maggie s'approchait de son camion, prête à quitter la ferme Becca, une agitation soudaine attira son attention. Une petite tache rose fila devant elle, accompagnée d'un chœur de couinements effrayés. Instinctivement, elle se retourna pour voir un jeune cochon courir à travers la cour de la ferme, clairement échappé de son enclos. Sans réfléchir, Maggie entra en action. Des années de vie à la ferme avaient aiguisé ses réflexes, et elle se lança rapidement à la poursuite de l'animal en fuite. Le cochon, bien que petit, était étonnamment rapide, entraînant Maggie dans une poursuite brève mais énergique autour de la grange. Finalement, après quelques zigzags, le petit cochon sembla se fatiguer. Il ralentit juste assez pour que Maggie puisse le rattraper et le prendre dans ses bras. L'animal se débattit brièvement avant de s'immobiliser, semblant résigné à sa capture. Maggie resta là, légèrement essoufflée, tenant le cochon et regardant autour d'elle. Elle appela « Clay ?» Quelqu'un. Mais aucune réponse ne vint. La ferme semblait étrangement silencieuse, sans signe de Clay ou de ses ouvriers. Un froncement de sourcils creusa le front de Maggie. Ce n'était pas le genre de Clay d'être aussi négligent avec son bétail, elle l'avait toujours connu comme un agriculteur méticuleux malgré leurs différences personnelles. L'idée qu'un animal s'échappe sans que personne ne s'en aperçoive lui sembla étrange. Tenant toujours le cochon, Maggie commença à marcher vers l'endroit où elle pensait que se trouvaient les enclos des cochons. Au fil des ans, elle avait acquis une connaissance générale de l'aménagement de la ferme Becca, bien qu'elle n'ait jamais eu de raison de l'explorer à fond. Alors qu'elle approchait d'une grande structure ressemblant à une grange, le bruit de grognements et de reniflements confirma qu'elle était au bon endroit. L'odeur forte et musquée des cochons devint plus intense à mesure qu'elle approchait de l'entrée. Maggie poussa la lourde porte de sa main libre, les gonds grinçant bruyamment dans le silence. À l'intérieur, l'air était épais et chaud, rempli des sons et des odeurs de dizaines de cochons. Elle plissa les yeux, laissant ses yeux s'adapter à la lumière plus faible à l'intérieur de la grange. Des rangées d'enclos s'étendaient devant elle, chacun contenant plusieurs cochons de différentes tailles. Maggie marcha lentement le long de l'allée centrale, cherchant un enclos vide ou un qui semblait manquer un occupant. Alors qu'elle s'approchait du fond de la grange, quelque chose attira son regard. Là, partiellement enfoui dans la terre devant l'un des enclos, se trouvait un petit objet rose. Maggie s'agenouilla, tenant toujours le cochon échappé, et balaya un peu de terre de sa main libre. Le souffle lui coupa alors qu'elle réalisait ce que c'était, un bandeau Hello Kitty, le genre qu'une petite fille pourrait porter. L'esprit de Maggie s'emballa. Qu'est-ce qu'un bandeau d'enfant faisait dans une porcherie? Elle savait que Clay n'avait pas d'enfant, il avait toujours été un célibataire endurci autant qu'elle le savait. Et il n'avait certainement jamais eu de visiteur avec de jeunes enfants, du moins pas qu'elle ait jamais vu. Alors qu'elle se tenait là, la confusion et un inexplicable sentiment de malaise la submergeant, une voix bourrue brisa soudain le silence. « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors !» Maggie se retourna pour voir Clay Becker debout dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par la colère. Elle chercha ses mots, prise au dépourvu par son apparition soudaine et son ton hostile. « Un de vos cochons s'est échappé, réussit-elle à balbutier, désignant l'animal toujours dans ses bras. J'essayais juste de le ramener. Mais Clay la coupa, sa voix montant. Je me fiche de ce que tu penses faire. Par maintenant, ou j'appelle la police. Maggie fut déconcertée par l'intensité de sa réaction. Bien sûr, il n'avait jamais été en bons termes, mais ce niveau de colère semblait extrême même pour Clay. Quelque chose dans son attitude, le regard sauvage dans ses yeux, lui donna des frissons dans le dos. Sans un mot, elle déposa le cochon dans l'enclos le plus proche et commença à reculer vers la porte. Clay la regardait à chaque mouvement, son corps tendu, les poings serrés sur les côtés. Alors qu'elle le dépassait dans l'embrasure, Maggie ne put se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le bandeau, la réaction excessive de Clay, le cochon échappé, rien de tout cela n'avait de sens. Mais avec Clay qui la regardait, vibrant presque d'une rage à peine contenue, elle savait que ce n'était pas le moment de poser des questions. Clay la suivit jusqu'à son camion, la regardant monter et démarrer le moteur. Alors que Maggie s'éloignait, elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur pour voir Clay toujours debout, la regardant partir. La rencontre la laissa secouer, son esprit tourbillonnant de questions et d'un malaise croissant. Alors que le camion de Maggie cahotait sur la route poussiéreuse s'éloignant de la ferme Becca, son esprit était en plein bouleversement. L'étrange rencontre avec Clay, le mystérieux bandeau,
et le sentiment général de malaise qu'elle avait ressenti dans cette grange, tout cela tourbillonnait dans ses pensées, refusant de se calmer. Elle avait presque atteint la fin de la propriété Becca lorsqu'une impulsion soudaine et puissante la saisit. Au lieu de continuer son chemin vers la maison, Maggie se retrouva à s'arrêter sur le bas-côté de la route. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle mettait le camion au point mort et coupait le moteur. Pendant un long moment, elle resta assise là, fixant la silhouette lointaine de la ferme Becca. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les champs et baignant tout d'une lumière dorée et chaude qui démentait le malaise qui tourbillonnait dans l'estomac de Maggie. « C'est fou », murmura-t-elle pour elle-même, même en ouvrant la porte du camion et en sortant. Mais elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que si elle partait maintenant, elle ferait une terrible erreur. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Maggie commença à marcher de nouveau vers la ferme. Elle n'avait pas de plan, exactement, mais elle savait qu'elle avait besoin de réponses. La querelle de plusieurs décennies entre leurs familles semblait soudain triviale face à ce qu'elle venait de vivre. Alors qu'elle s'approchait de la ferme, elle vit Clay sortir de la grange, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il se figea en la voyant, son visage s'assombrissant de nouveau de colère. « Je croyais t'avoir dit de partir », grogna-t-il alors que Maggie s'approchait. Maggie leva les mains en signe d'apaisement. « Je sais, Clay, et je suis désolé d'avoir fait d'intrusion tout à l'heure, mais je pense qu'il est temps que nous parlions de ça. De ce truc entre nos familles. » La moue de Clay s'accentua. « Il n'y a rien à dire. Rentre chez toi, Maggie. » Mais Maggie tint bon. « Écoute, je sais que tu ne nous aimes pas. Je sais qu'il y a une vieille rancune, mais nous sommes voisins depuis des décennies. Nous faisons affaire ensemble. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'essayer de régler ça, d'être, sinon amis, du moins civils ?» Pendant un instant, une lueur passa dans les yeux de Clay, de l'incertitude, peut-être, ou un soupçon d'une émotion plus profonde. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par son masque habituel d'hostilité. « C'est très bien comme ça, » dit-il d'un ton sec. « Je n'ai pas besoin de nouveaux amis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Il se retourna pour s'éloigner. Maggie sentit la frustration monter en elle. Elle avait tendu la main, et Clay l'avait presque rejeté du revers de la main. Mais alors qu'il était sur le point de disparaître dans la grange, une pensée la frappa. « Hé, Clay » cria-t-elle. Il s'arrêta, la regardant avec une irritation évidente. « Quoi ?» Maggie hésita une fraction de seconde, puis fonça. « Je ne savais pas que vous aviez un enfant. »« Une fille, n'est-ce pas ? » ?»« Félicitations. » L'effet de ces mots fut immédiat et surprenant. Clay sembla se figer sur place, son visage se vida de ses couleurs avant de prendre une teinte rouge foncée de colère. Pendant un instant, Maggie pensa qu'il allait exploser de rage. Mais ensuite, avec un effort visible, Clay se maîtrisa. Sa voix, quand il parla, était strictement contrôlée. « Je n'ai pas d'enfant, dit-il. Maintenant, s'il vous plaît, quittez ma propriété. » Maggie resta là, abasourdie par le silence. Si Clay n'avait pas d'enfant, alors à qui appartenait ce bandeau dans la grange? Pourquoi avait-il réagi si fortement à son hypothèse? Alors que Clay disparaissait dans la grange, claquant la porte derrière lui, Maggie retourna lentement à son camion. Son esprit s'emballait, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. La réaction de Clay avait été bien trop extrême pour un simple malentendu. Il cachait quelque chose qui avait à voir avec un enfant, une fille. Alors qu'elle remontait dans son camion et démarrait le moteur, Maggie ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus sinistre qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Les pièces ne s'emboîtaient pas encore, mais elle savait une chose avec certitude, elle ne pouvait pas laisser tomber. Quel que soit le secret que Clay gardait, elle était déterminée à le découvrir. Jetant un dernier regard à la ferme Becca dans son rétroviseur, Maggie reprit la route. Son cœur battait la chamade, et ses paumes étaient moites sur le volant. Elle ne savait pas quel serait son prochain geste, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter cela seule. Il était temps de parler à Hank. Ensemble, ils pourraient peut-être donner un sens à ce puzzle troublant, et peut-être, juste peut-être, trouver les réponses qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Les pneus du camion crissaient sur le gravier alors que Maggie s'éloignait de la ferme Becca, son esprit un tourbillon de confusion et de suspicion croissante. La rencontre avec Clay ne cessait de se rejouer dans sa tête, chaque détail semblant plus significatif à chaque instant. Alors qu'elle parcourait les routes de campagne familières,
ses pensées revinrent au bandeau rose Hello Kitty qu'elle avait trouvé dans la porcherie. C'était un objet si incongru à trouver dans ce cadre, et la réaction de Clay à sa mention d'un enfant avait été tout simplement alarmante. Soudain, une pensée frappa Maggie avec une telle force qu'elle freina instinctivement, arrêtant le camion brusquement au milieu de la route déserte. Son cœur commença à s'emballer alors qu'un souvenir longtemps enfoui refaisait surface. « Bandeau » murmura-t-elle pour elle-même, sa voix tremblante. Dans son esprit, elle vit Fiona, sa précieuse petite fille, portant un bandeau blanc. Fiona n'avait pas le même bandeau Hello Kitty rose, c'était un blanc, un cadeau de sa grand-mère. Elle avait adoré ce bandeau, le portant presque tous les jours avant sa disparition. Comment Maggie avait-elle pu oublier un tel détail? Elle secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. Non, ce n'était pas possible. C'était trop invraisemblable, trop coïncident. Elle était tellement concentrée sur son travail, sur le fait d'essayer d'aller de l'avant, qu'elle avait mis de côté de nombreux souvenirs de Fiona. Mais maintenant, avec l'image de ce bandeau rose frais dans son esprit, le lien semblait impossible à ignorer. Les mains de Maggie tremblaient alors qu'elle cherchait son téléphone. Elle savait que ce qu'elle pensait semblait fou même à ses propres oreilles, mais le comportement étrange de Clay, le conflit familial vieux de plusieurs décennies, le bandeau mystérieux, tout semblait pointer vers une possibilité si horrible qu'elle pouvait à peine se résoudre à l'envisager. Et si Clay avait quelque chose à voir avec la disparition de Fiona? La pensée la rendit physiquement malade. C'était presque trop à supporter l'idée que pendant 10 longues années sa fille aurait pu être si proche, et pourtant si désespérément loin. Les doigts tremblants, Maggie composa le numéro de Hank. Cela sonna plusieurs fois avant qu'il ne décroche, sa voix inquiète. « Maggie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air inquiète. »« Hank, dit-elle, sa voix à peine un murmure. J'ai besoin que tu viennes me voir tout de suite. Je suis garé sur l'ancienne Miller Road, à environ 1 kilomètre après le carrefour. »« Qu'est-ce qui se passe? » demanda Hank, l'alarme évidente dans son ton. « Je t'expliquerai quand tu seras là, » répondit Maggie. « S'il te plaît, dépêche-toi. » Elle raccrocha et resta assise, son esprit s'emballant. Une partie d'elle voulait retourner directement à la ferme Becca pour exiger des réponses de Clay, mais elle savait que ce serait stupide et potentiellement dangereux. S'il y avait ne serait-ce que la moindre chance que ses soupçons les plus fous soient corrects, elle ne pouvait pas risquer de mettre Clay au courant. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur agonisante alors que Maggie attendait Hank. Elle essaya de se calmer, de penser rationnellement à ce qu'elle avait vu et entendu, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ce bandeau rose à moitié enfoui dans la terre de la porcherie de Clay Becca. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que 15 minutes, Maggie entendit le vrombissement familier de la vieille moto de Hank. Elle le vit dans le rétroviseur alors qu'il s'arrêtait derrière son camion et descendait rapidement. Alors que Hank s'approchait, l'inquiétude gravée sur son visage buriné, Maggie prit une profonde inspiration. Elle savait que ce qu'elle était sur le point de dire semblerait fou, mais s'il y avait quelqu'un au monde qui comprendrait, qui la croirait, c'était Hank. Il ouvrit la porte passager et monta, se tournant vers elle avec des yeux inquiets. « Maggie, qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» Maggie regarda son mari, l'homme qui l'avait soutenue à travers les jours les plus sombres de leur vie. Elle vit dans ses yeux la même douleur, le même espoir désespéré, qui les avait soutenus tous les deux pendant la dernière décennie. « Hank, dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement. Je crois que j'ai peut-être trouvé un indice sur Fiona. » Et avec cela, elle commença à raconter les événements à la ferme Becca, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Tandis qu'elle parlait, elle vit l'expression de Hank passer de l'inquiétude à l'incrédulité, et finalement à un espoir prudent et fragile. Le soleil avait presque disparu sous l'horizon lorsque Maggie finit de raconter son expérience à la ferme Becca. L'intérieur du camion était baigné d'une lumière douce et déclinante, projetant de longues ombres sur leur visage. Hank resta en silence, abasourdi, les yeux écarquillés alors qu'il traitait l'information. « Un bandeau rose Hello Kitty, dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Et la réaction de Clay quand tu as mentionné un enfant? » Maggie hocha la tête, ses mains serrées fort sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Je sais que ça semble fou, Hank, mais tu te souviens comme Fiona adorait ces bandeaux? Et la façon dont Clay a agi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. » Hank passa une main dans ses cheveux grisonnants, son front plissé de concentration. « Mais Maggie, la police a fouillé toutes les fermes voisines après la disparition de Fiona. Ils l'auraient trouvée si elle était là, n'est-ce pas?
Maggie secoua la tête, la frustration évidente dans sa voix. Réfléchis, Hank. Ces terres agricoles sont immenses. Il y a tellement de bâtiments, tellement de recoins cachés. Penses-tu vraiment que la police a eu le temps de fouiller chaque recoin? Alors que les implications de ces mots faisaient leur chemin, l'expression de Hank passa du scepticisme à un mélange de colère et de détermination. Tu as raison, dit-il, sa voix basse et intense. Maintenant que tu en parles, je me souviens avoir soupçonné Clay au début, mais la police nous a assuré qu'il n'avait rien à voir avec ça. Maggie tendit la main et posa une main sur le bras de Hank, sentant la tension dans ses muscles. Se mettre en colère maintenant ne nous aidera pas à retrouver Fiona, dit-elle doucement. Nous devons penser rationnellement, pas émotionnellement. Hank prit une profonde inspiration, essayant visiblement de se calmer. Tu as raison, bien sûr. Que penses-tu que nous devrions faire? Devrions-nous appeler la police? Maggie réfléchit un instant avant de secouer la tête. Je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit juste sur la base d'un bandeau et du comportement étrange de Clay. Même s'ils décidaient d'enquêter, ils auraient besoin d'un mandat de perquisition, et pour cela, ils auraient besoin de plus de preuves. Alors, que suggères-tu? Demanda Hank, une note d'appréhension dans sa voix. Maggie rencontra son regard, ses yeux remplis de détermination. Je pense que nous devons découvrir la vérité nous-mêmes, Hank. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et ne rien faire, pas quand il y a ne serait-ce que la moindre chance que Fiona soit là. Hank resta silencieux un long moment, pesant ses mots. Quand il parla finalement, sa voix était remplie d'un mélange de peur et de détermination. Es-tu sûr de ça, Maggie? Et si nous nous trompons? Et si nous ne voyons que ce que nous voulons voir? Maggie comprenait son hésitation. Ils avaient connu tant d'impasses au fil des ans, suivi tant de fausses pistes, chaque fois, la déception avait été écrasante. Mais cela semblait différent. Je sais que ça semble fou, dit-elle doucement, mais mon intuition me dit que quelque chose ne va pas ici. Même s'il y a juste une petite chance, ne le devons-nous pas à Fiona d'essayer? Hank la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Tu as raison, dit-il, sa voix devenant plus forte. S'il y a ne serait-ce que la moindre possibilité que notre petite fille soit là, nous devons faire quelque chose. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient sous l'horizon, Maggie et Hank s'assirent dans le camion, élaborant un plan. Ils savaient que les risques étaient élevés, qu'ils pourraient se préparer à un nouveau chagrin, mais la possibilité de retrouver Fiona, de ramener enfin leur fille à la maison après toutes ces années, était trop forte pour être ignorée. Alors que l'obscurité tombait sur la campagne du Nebraska, deux parents se préparaient à prendre les choses en main, poussés par un espoir désespéré et un amour inébranlable pour leur enfant perdu. Maggie et Hank retournèrent à la ferme Becca. Les phares du camion de Maggie fendaient l'obscurité, illuminant la route de campagne vide devant eux. Tous deux étaient tendus, le poids de ce qu'ils allaient faire pesant lourdement sur leurs épaules. Alors qu'ils approchaient du tournant vers la propriété de Clay, Maggie éteignit les phares et s'arrêta lentement, garant le camion derrière un épais groupe d'arbres qui le cacherait de la vue. Pendant un instant, ils restèrent assis en silence, l'énormité de leur décision s'installant. « Es-tu sûr de ça, Hank » demanda-t-il une dernière fois, sa voix à peine un murmure. Maggie hocha la tête, son visage marqué par la détermination. « Nous devons savoir, Hank. Nous ne pouvons pas abandonner ça. » Prenant une profonde inspiration, ils sortirent du camion et commencèrent à marcher vers la ferme. La lune, presque pleine, projetait une lumière argentée étrange sur le paysage, créant de profondes ombres qui semblaient bouger et se déplacer à mesure qu'ils marchaient. Alors qu'ils approchaient du bord de la propriété de Clay, Hank attrapa soudainement le bras de Maggie, l'arrêtant. « Attends » murmura-t-il d'urgence. « J'ai une idée. » Maggie le regarda interrogativement alors qu'il continuait, « J'irai à la maison et distrairai Clay. Je lui dirai que je dois discuter de la prochaine livraison de foin ou de facture. Pendant que je le tiens occupé, tu peux fouiller autour de la ferme. » Maggie considéra le plan un instant avant d'acquiescer. C'était risqué, mais cela leur donnait la meilleure chance de fouiller sans être pris. Ils se rapprochèrent de la ferme, restant bas et utilisant les ombres comme couverture. Quand ils furent à portée de vue du porche avant, Hank serra rapidement la main de Maggie avant de s'avancer à découvert et de marcher résolument vers la maison. Maggie regarda Hank frapper à la porte, son cœur battant la chamade. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit, et elle put distinguer la silhouette de Clay dans l'embrasure. Elle entendit le murmure discret des voix alors que Hank engageait Clay dans la conversation, l'attirant plus profondément dans la maison.
Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Maggie commença à bouger. Elle se dirigea vers la grange où elle avait trouvé le bandeau plus tôt, ses yeux balayant constamment les alentours pour tout signe de mouvement ou de danger. La porte de la grange grinça légèrement alors qu'elle la poussait, et Maggie grimaça au son. Elle se glissa à l'intérieur, laissant ses yeux s'adapter à l'intérieur sombre. L'odeur du foin et des animaux emplit ses narines alors qu'elle avançait prudemment dans l'espace. Les yeux de Maggie balayèrent la pièce, cherchant tout ce qui était hors de place, tout signe qui pourrait la mener à Fiona. Elle chercha dans chaque coin, derrière les balles de foin et dans les stalles vides. Son cœur s'emballait à chaque pas, l'espoir et la peur se faisant la guerre en elle. À voix basse, à peine un murmure, elle appela « Fiona ?»« Fiona, es-tu là ?» Elle marqua une pause, écoutant attentivement, mais n'entendit que le doux bruissement des animaux et le bruit lointain du vent à l'extérieur. S'enfonçant plus profondément dans la grange, Maggie s'approcha de la zone où elle avait trouvé le bandeau plus tôt. Elle scruta le sol, espérant le retrouver, mais il avait disparu. Clay l'avait-il enlevé après sa visite précédente? Juste au moment où elle s'apprêtait à passer à autre chose, un son attira son attention. C'était faible, si silencieux qu'elle pensa presque l'avoir imaginé. Mais ensuite, elle l'entendit à nouveau, une voix douce et étouffée. « À l'aide. Bonjour. Je suis ici. » Le souffle de Maggie se coupa. La voix venait de la direction des enclos des cochons. Les jambes tremblantes, elle se dirigea vers le son cœur battant si fort qu'elle était sûre que cela la trahirait. Alors qu'elle approchait d'une des cages à cochons, la voix devint légèrement plus forte. Maggie grimpa sur le bord de l'enclos, regardant à l'intérieur. Ce qu'elle vit figea son corps tout entier sous le choc. Là, dans le coin de la cage, parmi les cochons, se trouvait une petite silhouette, une petite fille, un bras enchaîné à un poteau, son corps couvert de saleté et de crasse. Mais même à travers la saleté, Maggie pouvait voir les cheveux roux inoubliables. Pendant un instant, Maggie ne put respirer. Elle cligna rapidement des yeux, certaine qu'elle devait halluciner. Mais l'image devant elle ne changea pas. D'une voix tremblante, elle murmura « Fiona, c'est toi? Qui t'a fait ça ?» La fille leva les yeux écarquillés de peur. Elle ne répondit pas, semblant trop effrayée pour parler. L'esprit de Maggie s'emballa. Elle devait obtenir de l'aide, faire sortir Fiona de là. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le 911. Lorsque l'opérateur répondit, les mots de Maggie déferlèrent en un flot. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai retrouvé ma fille. Elle a disparu depuis 10 ans. Elle est enfermée dans une cage à cochons à la ferme Becca. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. » L'opérateur lui assura que des agents étaient en route, mais pour Maggie, chaque seconde semblait une éternité. Elle resta près de la cage, parlant doucement à Fiona, lui assurant que l'aide arrivait et que tout irait bien. Le cœur de Maggie battait la chamade alors qu'elle attendait l'arrivée des agents, ses yeux fixés sur la cage à cochons où Fiona gisait enchaînée. Chaque seconde lui semblait une éternité. Le silence de la grange, brisé seulement par les doux grognements des cochons et sa propre respiration saccadée. Elle priait silencieusement que l'aide arrive avant que Clay ne découvre sa présence. Soudain, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant, le son résonnant de manière sinistre dans l'espace caverneux. Maggie se figea, son corps raide de peur, alors que Clay apparaissait dans l'embrasure. Il resta immobile, encadré par l'entrée, sa silhouette se découpant en contre-jour sous la lumière de la lune à l'extérieur. La réalisation que son secret avait été découvert était évidente dans ses yeux, qui s'écarquillèrent avec un mélange de choc et de colère. Pendant un moment terrifiant, Maggie pensa que Clay pourrait se jeter sur elle, pour la faire taire avant que l'aide n'arrive. Son esprit s'emballa, se demandant où était Hank. Clay lui avait-il fait quelque chose? Pourquoi n'avait-il pas pu distraire Clay plus longtemps? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, ajoutant à sa peur. Mais alors, le bruit salvateur des sirènes qui approchaient coupa l'air nocturne. La tête de Clay se tourna brusquement vers le son, la panique remplaçant la colère sur son visage. Alors que les sirènes devenaient plus fortes, se dirigeant sans équivoque vers eux, Clay se retourna et courut, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la grange. Maggie ne tenta pas de l'arrêter, sa seule préoccupation maintenant était d'assurer la sécurité de sa fille. Elle entendit des cris dehors, des agents ordonnant à Clay de se rendre, leur voix ferme et autoritaire. Quelques instants plus tard, un groupe d'agents fit irruption dans la grange, armes au poing et lampes de poche balayant la zone. « Police !
Identifiez-vous, crièrent-ils. Maggie leva les mains, sa voix tremblante alors qu'elle criait « Je suis Maggie Landry. C'est moi qui vous ai appelé. Ma fille. Elle est ici. » Les agents baissèrent rapidement leurs armes, reconnaissant son nom. L'un d'eux s'approcha de la cage à cochons, regardant à l'intérieur avec un air d'incrédulité et d'horreur. Il tenta d'ouvrir la cage mais trouva Fiona toujours enchaînée à un poteau par un bras. « Nous avons besoin de coupe-boulons ici tout de suite », cria-t-il à ses collègues. Un autre agent se précipita quelques instants plus tard, l'outil nécessaire en main. Maggie regarda, le cœur brisé, alors que l'agent grimpait dans la cage et commençait à travailler sur la chaîne. « Ça va, ma chérie », entendit-elle l'agent dire doucement à Fiona. « Nous sommes là pour t'aider. Tu es en sécurité maintenant. » Maggie pouvait entendre les petits sanglots de sa fille, un son qui lui déchirait l'âme. Après ce qui sembla une éternité, l'agent sortit de la cage avec Fiona dans ses bras. La fille paraissait petite et fragile, ses vêtements sales et déchirés, ses cheveux roux emmêlés et noués. Maggie avait envie de se précipiter pour l'embrasser, mais elle se retint, remarquant que Fiona ne montrait aucun signe de la reconnaître. La peur et la confusion dans les yeux de sa fille étaient palpables, et Maggie savait qu'il valait mieux lui laisser du temps et assurer sa sécurité d'abord. Alors que l'agent emportait Fiona vers l'ambulance qui attendait, Maggie suivit, ses jambes faibles et instables. Dehors, l'air nocturne était rempli des lumières clignotantes des voitures de police et du murmure des agents sécurisant la scène. Au milieu du chaos, Maggie aperçut Hank parlant à un agent, l'inquiétude profondément gravée sur son visage. Un soulagement l'envahit à la vue de son mari, sain et sauf. Hank leva les yeux, ses yeux rencontrèrent les siens, et il se dirigea rapidement vers elle. « Maggie, » dit-il, la voix empreinte d'émotion. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu distraire Clay plus longtemps. » Il est devenu méfiant, et... Il s'interrompit, ses yeux s'écarquillant en voyant Fiona être chargée dans l'ambulance. « Est-ce elle ? Où l'as-tu trouvée ? » Dans la cage à cochons, répondit Maggie, sa voix à peine un murmure. Elle était enchaînée à l'intérieur, Hank. Notre bébé était enchaîné comme un animal. La réalité de ce qu'ils avaient découvert la frappa de nouveau, et elle sentit ses genoux fléchir légèrement. Hank la rattrapa, la soutenant. « Et Clay ?» demanda Maggie, se souvenant soudain de l'homme responsable de leur décennie de chagrin. Hank désigna un véhicule de police à proximité. Par la fenêtre, elle pouvait voir Clay assis à l'arrière, les mains menottées derrière le dos. Une vague de soulagement la submergea, sachant qu'il avait été arrêté et qu'il ferait face à la justice pour ses crimes. Un agent s'approcha du couple, le visage sombre. « Monsieur et Madame Landry, » dit-il doucement, « nous emmenons votre fille à l'hôpital pour un examen complet et pour assurer sa sécurité. Voulez-vous suivre dans l'un de nos véhicules ? Nous pouvons vous y escorter. » Maggie et Hank acquiescèrent, tous deux trop accablés pour parler. Alors qu'ils étaient conduits vers une voiture de police qui attendait, Maggie jeta un dernier regard à la grange où leur fille avait été retenue captive si longtemps. Le cauchemar n'était pas terminé, elle le savait, mais au moins maintenant ils avaient retrouvé Fiona. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, et en famille. La voiture de police transportant Maggie et Hank suivait de près l'ambulance, ses lumières perçant l'obscurité de la nuit du Nebraska. À l'intérieur, le couple était assis en silence, les mains étroitement serrées, tous deux perdus dans leurs pensées sur le cours incroyable des événements. Hank fut le premier à rompre le silence, sa voix empreinte d'émotion. « Je t'avais dit que nous la retrouverions, Maggie, » dit-il doucement, lui serrant la main. « Mais ça. La trouver comme ça. » Il s'interrompit, incapable de traduire en mots l'horreur de leur découverte. Ce qu'elle a dû traverser toutes ces années. Ça me brise le cœur d'y penser. Maggie hocha la tête, ses propres pensées un tourbillon de joie à l'idée d'avoir retrouvé Fiona vivante et d'angoisse face aux souffrances qu'elle avait dû endurer. « Nous l'avons retrouvée maintenant, » murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à Hank. « C'est ce qui compte. Nous l'aiderons à traverser ça, quoi qu'il en coûte. » Le reste du trajet se déroula dans un silence méditatif, les deux parents perdus dans leurs propres pensées et leurs inquiétudes quant à l'avenir. Les lumières clignotantes de l'ambulance devant eux servaient de rappel constant de l'état fragile de leur fille. À leur arrivée à l'hôpital, ils virent Fiona être rapidement emmenée sur un brancard, entourée de personnel médical. Un agent posa doucement une main sur l'épaule de Maggie alors qu'elle s'apprêtait à la suivre. « Je sais que vous voulez être avec elle, » dit-il gentiment, « mais il est préférable de laisser les médecins l'examiner d'abord.
Tout cela doit être très déroutant et effrayant pour elle. Donnez-lui un peu de temps. À contre-cœur, Maggie et Hank acceptèrent. Ils furent conduits dans une pièce privée de l'hôpital, un espace généralement réservé aux interrogatoires de police ou aux discussions d'équipe. 2 agents les accompagnèrent, expliquant qu'ils aimeraient recueillir leurs déclarations tant que les souvenirs étaient encore frais. Nous comprenons que c'est une période difficile, dit l'un des agents, mais plus nous pouvons recueillir d'informations maintenant, plus notre dossier contre Clay sera solide. Alors que Maggie et Hank s'installaient sur des chaises, la porte s'ouvrit de nouveau, et un visage familier entra dans la pièce, le détective qui avait été chargé de l'affaire de Fiona toutes ces années. La police l'avait clairement appelé en raison de sa connaissance approfondie du dossier. Monsieur et Madame Landry, dit le détective, sa voix empreinte d'un mélange de soulagement et de regret. Je ne peux vous dire à quel point je suis heureux que nous ayons retrouvé Fiona. J'aurais souhaité que nous la trouvions plus tôt. Maggie commença à raconter les événements qui avaient mené à ce moment, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle parlait. Elle raconta comment elle avait trouvé le bandeau dans la grange de Clay, le sentiment persistant que quelque chose n'allait pas, et le comportement suspect de Clay lorsqu'elle avait mentionné un enfant. Elle détailla l'histoire du conflit de leur famille avec les Becker, une information qu'elle avait partagée avec la police il y a des années, mais qui semblait maintenant prendre une nouvelle signification. Les agents notèrent diligemment chaque détail, posant parfois des questions pour des éclaircissements ou des informations supplémentaires. Quand Maggie eut fini son récit, elle regarda le détective, la confusion et la colère se disputant dans ses yeux. « Je ne comprends tout simplement pas, dit-elle. Comment Clay a-t-il pu faire une chose aussi horrible? Qu'est-ce qui a pu pousser une personne à voler un enfant et à le garder enfermé pendant 10 ans? Hank se pencha en avant, son visage un masque d'incrédulité et d'angoisse. Nous savions pour le conflit familial, la tension entre nous et les Becker, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Il y avait des litiges fonciers, des disputes lors des réunions municipales, des épaules froides à la foire du comté. Mais ça. Il secoua la tête, luttant pour comprendre l'ampleur des actions de Clay. Je n'aurais jamais, dans mes pires cauchemars, imaginé que cela puisse mener à quelque chose comme ça. Comment quelqu'un peut-il transformer une querelle mesquine en justification pour voler un enfant? Maggie tendit la main et serra celle de Hank, ses propres yeux se remplissant de larmes. Toutes ces années, murmura-t-elle, toutes ces fois où nous avons vu Clay en ville ou au marché. Il savait. Il savait où était notre petite fille, et il a juste continué sa vie comme si de rien n'était. Le détective hocha solennellement la tête, comprenant la lutte des parents pour concilier leurs expériences passées avec l'horrible réalité qu'ils affrontaient. Malheureusement, dit-il doucement, parfois les gens peuvent justifier les actions les plus terribles à leurs propres yeux, surtout lorsqu'il y a une histoire de conflit. Mais je tiens à ce que vous sachiez tous les deux, aucun litige foncier, aucune querelle familiale ne pourrait jamais justifier ce que Clay a fait. C'est de sa faute, pas de la vôtre. Hank hocha la tête, sa mâchoire serrée alors qu'il luttait pour contrôler ses émotions. J'aurais juste aimé que nous le sachions. Si nous avions eu la moindre idée que nos désaccords pouvaient mener à cela, nous aurions tout fait pour faire la paix, pour protéger Fiona. Le détective échangea un regard avec ses collègues avant de parler. Clay a été étonnamment coopératif depuis son arrestation, expliqua-t-il. Il a déjà avoué une grande partie de ce qui s'est passé. Je pense qu'il savait que c'était fini dès l'instant où nous avons trouvé Fiona. L'agent continua à révéler le récit des événements par Clay, ses mots donnant des frissons à Maggie et Hank. Le jour où Fiona a disparu dans le champ de maïs, elle s'était aventurée sur sa propriété, perdue et cherchant de l'aide. Au lieu de la rendre à ses parents, Clay avait vu une occasion de vengeance pour d'anciens litiges fonciers entre leurs familles. Il avait initialement prévu de la garder juste quelques jours, continua l'agent, sa voix grave. Mais les jours se sont transformés en semaines, et finalement il a décidé qu'il ne la laisserait jamais partir. Il avait même envisagé de lui ôter la vie à un moment donné. Maggie halta, sa main se posant sur sa bouche d'horreur. Le visage de Hank se durcit, sa mâchoire se serrant alors qu'il écoutait les mots de l'agent. Clay a avoué qu'au fil des ans, il a fait des choses terribles à Fiona, dit le détective, luttant visiblement lui-même avec l'information. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant, mais nous devrons en discuter éventuellement pour construire notre dossier. Lorsque l'agent leur offrit une pause, voyant la détresse sur leur visage, Maggie et Hank refusèrent. Ils étaient déterminés à entendre toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'agent expliqua que depuis quelques mois,
Fiona avait été gardée dans la porcherie comme punition pour ce que Clay appelait de la désobéissance. Il a dit qu'elle ne l'écoutait plus, alors il a décidé de lui donner une leçon, dit le détective, le dégoût évident dans sa voix. Hank, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de l'entretien, prit finalement la parole. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas trouvé lorsque vous avez fouillé les propriétés après sa disparition? Vous avez sûrement dû regarder dans cette grange. Le détective soupira lourdement. Nous avons fouillé les propriétés, y compris la ferme de Clay, mais il a dû la cacher ailleurs pendant ce temps. Et vous devez comprendre, les terres agricoles sont vastes. Il y a tellement de bâtiments, tellement de cachettes possibles. Ce n'est pas une excuse, mais cela aide à expliquer pourquoi nous l'avons manqué. Finalement, Hank posa la question qui leur brûlait l'esprit à tous les deux. Fera-t-il face à la justice pour cela? Avez-vous suffisamment de preuves pour vous assurer que ce monstre ne reverra jamais la lumière du jour? Le visage du détective se durcit de détermination. Avec la confession de Clay et les preuves que nous avons recueillies, je peux vous assurer qu'il passera très probablement le reste de sa vie en prison. Nous nous en assurons. Alors que l'entretien touchait à sa fin, Maggie et Hank restèrent assis en silence, abasourdis, essayant de digérer tout ce qu'ils avaient appris. Le cauchemar des 10 dernières années leur semblait à la fois lointain et incroyablement immédiat. Ils avaient retrouvé leur fille, mais le chemin à parcourir était loin d'être facile. Alors que Maggie et Hank étaient assis, absorbant les détails horribles de l'épreuve de leur fille, la porte de la salle d'entretien s'ouvrit doucement. Une infirmière entra, son visage un mélange de calme professionnel et d'empathie sincère. « Monsieur et Madame Landry, dit-elle doucement. J'ai une mise à jour sur votre fille, Fiona. Elle va mieux maintenant. Le médecin a stabilisé son état. » Maggie et Hank se penchèrent en avant, avides de nouvelles concernant leur enfant. L'infirmière continua, sa voix douce mais claire. « Nous avons trouvé des parasites et d'autres infections dans son corps, probablement dues aux conditions dans lesquelles elle vivait. Mais je tiens à vous assurer qu'elle s'en remettra avec un traitement approprié. »« Pouvons-nous la voir ?» demanda Maggie, sa voix tremblante d'un mélange de peur et d'espoir. L'infirmière regarda les agents, qui hochèrent la tête en signe d'assentiment. « Oui, vous pouvez la voir maintenant, » répondit l'infirmière. « Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que tout cela est très bouleversant pour elle. Allez-y doucement. » Maggie et Hank suivirent l'infirmière à travers les couloirs stériles de l'hôpital, leur cœur battant d'anticipation. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Fiona, ils furent frappés par la vue de leur fille. Elle paraissait si petite dans le lit d'hôpital, mais plus propre maintenant. Ses cheveux roux lavés et peignés, l'amélioration de son apparence, bien que légère, leur apporta un certain soulagement. Ils s'approchèrent du lit avec précaution, attentifs à l'avertissement de l'infirmière. « Fiona, » dit Maggie doucement, sa voix remplie d'amour et d'inquiétude. « Nous sommes tes parents. Te souviens-tu de nous ?» Fiona les regarda, ses yeux grands et incertains. Après un moment, elle secoua légèrement la tête. « Non, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je ne me souviens pas de mes parents. » Les mots frappèrent Maggie et Hank comme un coup physique, mais ils se forcèrent à rester calmes. « Ce n'est pas grave, ma chérie, » dit Hank doucement. « Nous allons nous en sortir ensemble. » Maggie, retenant ses larmes, essaya une approche différente. « Fiona, te souviens-tu de quelque chose quand tu étais petite, avant la ferme de Clay ?» Elle hésita, puis ajouta, « Nous avions un chien de berger allemand quand tu avais environ 2 ans. T'en souviens-tu » Le front de Fiona se plissa de concentration. Après un long moment, elle parla avec hésitation, « Je crois. Je crois que je me souviens d'un chien, mais ce n'est pas clair. Juste des petits bouts de mémoire. » Cette petite réminiscence, aussi vague fut-elle, remplit Maggie et Hank d'espoir. Mais leur joie fut de courte durée car les mots suivants de Fiona leur brisèrent le cœur à nouveau. « Que ai-je fait de mal, Fiona ?» demanda Fiona, sa voix petite et effrayée. « Pourquoi étais-je enfermée ? Clay a dit que je le méritais. Il a dit que c'était la faute de ma famille. » Maggie sentit une vague de fureur face au cruel mensonge de Clay. Elle dut prendre une profonde inspiration pour se calmer avant de parler. « Oh, Fiona, » dit-elle, sa voix empreinte d'émotion. « Tu n'as rien fait de mal, absolument rien. Clay est une personne très malade qui t'a terriblement blessé, mais tu ne méritais rien de tout ça. Rien de tout cela n'était de ta faute. » Hank hocha la tête en signe d'accord. « Tu es en sécurité maintenant, ajouta-t-il.
tu n'auras plus jamais à vivre dans la peur. Nous sommes là pour toi, et nous ferons tout ce qu'il faut pour t'aider. Pendant qu'il parlait à Fiona, lui offrant des assurances et de douces explications, une assistante sociale entra dans la pièce. Elle se présenta et expliqua qu'elle était là pour les aider à naviguer dans la situation complexe dans laquelle ils se trouvaient. C'est un cas très délicat, expliqua l'assistante sociale. Notre objectif principal est de s'assurer que Fiona se sente en sécurité et à l'aise. Le fait qu'elle ait des souvenirs de son passé est bon signe. Cela vous permettra de renouer plus facilement et à Fiona de comprendre que vous êtes bien ses vrais parents. L'assistante sociale continua en décrivant leurs plans immédiats. Pour l'instant, nous pensons qu'il est préférable que Fiona reste dans un foyer social temporaire. C'est un environnement sûr et neutre où elle pourra commencer à s'adapter. Mais, ajouta-t-elle, voyant l'inquiétude sur les visages de Maggie et Hank, nous avons des options pour que les parents puissent y rester aussi. Cela vous permettra de passer du temps avec Fiona et de vous redécouvrir dans un cadre contrôlé et favorable. Maggie et Hank écoutèrent attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. La voix de l'assistante sociale prit une note d'optimisme prudent alors qu'elle continuait. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je crois qu'il y a de bonnes chances que Fiona vous accepte de nouveau comme ses parents avec du temps et de la patience. Je pense qu'elle pourra vivre avec vous de façon permanente. Ces mots remplirent Maggie et Hank d'un sentiment d'espoir qu'ils n'avaient pas osé ressentir depuis des années, mais ils savaient aussi que le chemin à parcourir serait long et difficile. Ce qui compte le plus en ce moment, dit Maggie, regardant la forme fragile de Fiona dans le lit d'hôpital, c'est que Fiona se sente en sécurité. Nous ferons tout ce qu'il faut, tout ce dont elle aura besoin. Hank hocha la tête en signe d'accord. Nous avons attendu 10 ans pour la retrouver, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Nous pouvons être patients maintenant. Nous prendrons les choses un jour à la fois. Assis avec Fiona, lui tenant les mains et lui offrant de doux mots de réconfort, Maggie et Hank étaient vivement conscients du chemin qui les attendait. Il y aurait des batailles juridiques à affronter alors que l'affaire de Clay progresserait dans le système judiciaire. Il y aurait des moments difficiles alors que Fiona lutterait pour surmonter son traumatisme et s'adapter à sa nouvelle réalité. Mais pour la première fois en une décennie, ils pouvaient entrevoir un avenir rempli d'espoir. Ils avaient retrouvé leur fille contre toute attente, et ils étaient déterminés à l'aider à guérir et à s'épanouir. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer par la fenêtre de la chambre d'hôpital, Maggie et Hank renouvelèrent silencieusement leur engagement envers leur fille et l'un envers l'autre. L'histoire n'était pas terminée, à bien des égards, elle ne faisait que commencer. Mais quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble en famille, réunis par l'amour, la patience et un soutien inébranlable. Ils aideraient Fiona à récupérer la vie qui lui avait été volée, un jour à la fois.